On se retrouve pour la 22e édition du Club de la Presse pour parler de ce qui fait l'actualité au Burundi. Deux sujets vont nous occuper aujourd'hui. Les chefs d'État africains se sont réunis dans un sommet extraordinaire cette semaine à Kigali avec la ferme intention de booster le commerce interafricain. Et pour cela, ils ont signé un accord historique sur le libre-échange. Et donc, bientôt, les barrières douanières entre les États africains pourrait tomber, mais ce qui a le plus retenu notre attention, c'est l'absence du Burundi, qui n'est certes pas la première dans ce type de rencontre, un pays qui semble rater le train en marche. L'autre sujet, qui n'est pas des plus heureux, c'est le triste anniversaire du 20e mois de la disparition de notre confrère Jean Bigirimana du groupe de presse Iwachu, enlevé le 22 juillet 2016. Un fait qui nous ramène à bien d'autres plus récents qui prouvent que la liberté de la presse et la liberté d'expression en général restent en 20 mots au royaume de Pierre Nkurunziza. Et pour en parler, nous sommes avec deux confrères, Alexandre Niungeko, directeur de la radio Izamba Agate Kakawe, mais également président de l'association de l'Union burundaise des journalistes. Bonjour et bienvenue. Bonjour Franck. Et puis Révérien Bazikamwe, journaliste à la radio, à la télé Renaissance. Bonjour et merci d'être des nôtres. Bonjour Franck. À toutes, à tous, bonjour, bienvenue. « 20 mois donc viennent de passer sans aucune nouvelle de Jean Bigirimana, journaliste au groupe de presse Iwachu, enlevé le 22 juillet 2016. Depuis, il y a eu juste un effet d'annonce d'une enquête de la part de la police suite à l'insistance du groupe de presse Iwachu qui venait de terminer ses propres investigations. Alexandre Niungeko, la police qui semble s'être satisfaite de l'annonce de cette enquête dont les conclusions n'ont jamais été rendues publiques. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu quelque chose qui a été fait ou qui soit encore en train d'être fait aujourd'hui? Tout d'abord, je dirais que c'est vraiment triste. C'est très triste qu'une personne puisse disparaître comme ça, comme si on perdait une pièce de monnaie d'ailleurs. Pièce de monnaie qu'on peut retrouver, sachant bien le chemin qu'on a emprunté. Mais ce semblant de satisfaction à l'annonce de l'enquête par la police est encore une fois une triste réalité parce que ça ne pouvait être autrement. Ça ne pouvait être autrement, surtout quand on sait qui sont impliqués dans la disparition de notre confrère Jean Bigirimana. Les services du service national de renseignement qui ont été cités dans cet acte ignoble. On sait très bien que ces services sont au-dessus de la loi, sont au-dessus de tout. On n'attendrait pas que la police puisse impliquer les gens du service national de renseignement, moins encore la justice. Et donc, c'est clair qu'on n'attend rien de ce côté-là, parce que justice, il n'y a plus de justice dans ce pays, et on ne peut que garder espoir qu'on devrait d'abord saisir les différentes instances ou les différentes juridictions qui soient possibles d'être saisies dans le cas présent. Je sais bien que le journal Iwachu a déjà saisi par exemple la commission contre les disparitions forcées. Et je pense que ce sont des actions qu'il faut continuer parce que ce sont ces actions qui nous aideront plutôt le moment venu quand on aura encore une justice dans ce pays. En tout cas, ce crime ne restera pas impuni. Ça, je peux l'assurer tout le monde. Vous parlez de crime, on n'a jamais vu de traces de Jean Bigirimana. Est-ce qu'il n'y aurait plus espoir qu'il serait encore en vie? Quoi qu'il en soit, même si 20 mois après, faire disparaître 20 mois après, si même par miracle il devrait réapparaître, c'est un crime. Et donc, mais sinon, c'est encore une fois, ce serait vraiment utopique de penser que cette personne, au bout de 20 mois
d'aucun signe de vie, qu'ils soient encore en vie. Et surtout, quand on sait bien le modus operandi du service national de renseignement, qui, quand elle arrête une personne, quelques minutes après, on retrouve son corps gisant pour la plupart des cas. Dans une fosse, pour la plupart des cas. Et donc, bon, je dirais que je n'ai pas grand espoir de ce côté-là, mais si jamais par miracle, il serait encore en vie, je m'en réjouirais davantage. Révérien Mazika, moi, un confrère qui disparaît, la police qui garde un silence coupable, faut-il baisser les bras? Dites-on pas, je crois que, comme Alexandre vient de le dire, il faut toujours continuer dans le sens des actes des groupes, du journal et groupe Iwachu, qui a déjà saisi pas mal d'institutions justement dans la logique de continuer à plaider pour tous ces gens, y compris nos confrères, Jean Bigirimana qui a disparu. Je crois qu'aujourd'hui, comme il y a encore des journalistes qui ont survécu, qui continuent le travail et qui ont encore des contacts avec d'autres organisations qui peuvent nous aider, il faut toujours continuer de combattre justement cette dispersion des journalistes et tous ces mots qui pèsent sur les journalistes. Parce qu'aujourd'hui, si les journalistes qui ont pu résister à la répression de Bujumbura et qui restent toujours au pays, qui travaillent dans des conditions vraiment déplorables, c'est clair que c'est un signe éloquent que les journalistes n'ont pas cessé d'exercer leur métier malgré les conditions précaires. Sans parler naturellement de ceux qui ont pris l'exil et qui se sont dit les gens ont le droit à l'information et qui se sont organisés pour continuer à informer le public burundais comme vous le faites. Oui, justement. C'est dans ce sens, en fait, c'est un beau signe qui montre que même si le pouvoir a pris la décision de détruire les médias indépendants, d'exercer des répressions sur tous les journalistes qui tentent d'exercer le métier, mais quand même, le journaliste, partout où ils vont, il continue d'exercer le métier et justement de servir surtout le peuple burundi qui a aujourd'hui tant besoin des informations fiables comme ils en avaient l'habitude d'avoir ces informations du temps de ces médias qui ont été détruits. On reviendra sur la situation des journalistes qui sont encore au Burundi, qui éprouvent énormément de difficultés pour exercer leur métier. Et les choses, justement, sont loin de s'améliorer et les faits fréquents, pour ne pas dire quotidiens, le prouvent. La liberté d'expression est loin d'être une réalité. Et un récent drame incrimine encore une fois la police burundaise. C'est la mort d'un jeune père de Cankuzo, Simon Bizimana, dont vous avez tous entendu parler, dont les différents médias en exil ont parlé, qui a succombé à des tortures qui lui ont été infligées par des agents de la police pour la simple raison qu'il refusait de se faire enregistrer pour le référendum de mai prochain. Alexandre Nyongeko, que penser de la police qui s'est ensuite fourni un certificat de décès qui parle plutôt de mort par malaria? C'est encore une fois, enfin, je ne trouve même pas les mots pour exprimer des qualifications d'un tel médecin qui couvre des crimes comme cela. Je pense que le Burundi est allé aussi bas que finalement toutes les couches de la population sont affectées, toutes les professions sont affectées. Et comment un médecin qui a prêté serment, qui a prêté serment, le serment peut vraiment mentir quand on sait bien que le malheureux Simon a été... En celui-là, il a prêté le serment d'Hippocrate et non d'Hippocrate. C'est ça. Et donc, le malheureux, il pensait avoir été être encore dans un état de droit où on peut se prévaloir de ses convictions religieuses, parce que lui, il mettait en avant ses convictions religieuses pour ne pas participer dans son mascarade, dans cette mascarade d'élection. Et malheureusement,
parce que cela est un crime de lèse-majesté, parce que le fameux Nkurunziza l'avait très bien annoncé, que celui qui va être enfreint au référendum aura franchi la ligne rouge et qu'on allait lui donner le billet pour l'au-delà. C'est donc un exemple... C'est exactement cela qui montre que la police a mis à exécution ce que Nkurunziza a annoncé au lancement de cette mascarade. Et ce n'est peut-être pas le seul cas, puisque la commission d'enquête sur le Burundi, la commission des Nations Unies, a parlé d'autres disparitions liées justement à cette période pré-référendaire sur la Constitution. Absolument, tu sais très bien par rapport à ça que c'est très peu d'informations qui filtrent par rapport effectivement à ces cas de violation. Ceux qui sont connus du public sont encore très minimes et loin d'ailleurs de la réalité. Révérien Bazikamwe, on se souvient que la police elle-même avait averti que quiconque irait à l'encontre de la volonté de Pierre Nkurunziza était susceptible d'être poursuivi, arrêté. Mais elle ne s'est pas contentée de lui passer les menottes. Et la voilà en action alors. L'exemple, c'est celui-là d'Osimo. En fait, je ne sais pas si vous avez assisté à la vidéo de Simon lorsqu'il exprimait devant quelqu'un qui était derrière l'écran et qui lui demandait tu t'appelles comment, qui est ton chef de colline, voilà, donc toutes ces questions. Donc par après, on a su que c'était le chef de police de Tchendajuru. C'est à l'est du Burundi, dans la province de Changuzo. La voix, elle est claire. Hein? Oui. Alors, comme c'était la responsable de la police à Tchendajuru. Donc voilà, en fait, c'est une parole jointe à l'action en fait. Donc c'est Simon qui a dit qu'il ne peut pas s'enrôler pour participer à ce référendum. Donc, que la police alors a appliqué. Donc, auparavant, la police a annoncé qu'elle va justement exécuter l'ordre du président, que c'est lui qui se présentera comme un frère au référendum qui sera exécuté. Voilà, c'est la police en fait qui a exécuté, qui a entué Simon. Le théâtre en fait ne s'arrête pas là, puisque en fait, en raison de l'état dans lequel il se trouvait, les gens se sont dit, mais comment vous pouvez poursuivre quelqu'un jusqu'à l'hôpital, le menotter dans l'état grave dans lequel il était, et on lui a retiré les menottes de son lit d'hôpital en disant, vous bénéficiez d'une liberté provisoire, la liberté pendant laquelle finalement Simon est mort. En fait, si la police est là pour suivre jusqu'à l'hôpital, c'est ce qu'a dit en fait Alexandre, donc, qui s'inquiétait par rapport au comportement du médecin, qui a établi un certificat donc, après la mort de Simon, attestant que Simon est mort par malaria. Donc c'est ça en fait, c'était la responsabilité de l'hôpital à ce moment. Si l'hôpital a reçu Simon, et Simon, comme il est mort, donc ça se comprend, qu'il est arrivé à l'hôpital en état critique. Mais voilà, l'hôpital aussi qui a autorisé la police qui venait justement de menotter. Mais peut-être qu'on fait un faux procès à ce médecin-là. Et s'il avait établi le décès par malaria, le revolver pourtant, sur la tempe. Et pourtant, non. Là où je dis quand même que c'est aberrant. Et pourtant, lui, il dit que bien le diagnostic qui avait été fait, il n'y avait rien de malaria. Donc les tests qui avaient tout à fait. C'est une contradiction. Mais plutôt qu'on lui avait... Et alors qu'on lui a administré ça, on peut le... Bon, je ne vais pas entrer dans ce domaine, même si on ne trouve pas la maladie, on peut administrer le médicament. Mais aller jusqu'à dire qu'il a été... Parce qu'il avait été menotté le gars. Il avait des séquelles. Il avait été torturé pendant des jours et des jours. Et donc là, c'est là, à mon avis, même s'il avait le pistolet à la tempe, à mon avis,
c'est là où on reconnaît les gens. On reviendra certainement sur cette liberté d'expression et notamment sur la liberté de choisir le oui ou le non ou de faire la campagne du oui ou du non dans les éditions à venir. Mais nous espérons que ce cas qui a été mis à la connaissance du monde entier permettra à ce que peut-être le pouvoir en place puisse ne plus malmener des gens dans leur liberté de s'exprimer. Le pouvoir burundais, justement, qui a franchi le Rubicon en intimant l'ordre à l'ambassade de la France au Burundi de s'excuser et de se taire suite à un retweet d'un article du journal français Libération qui révélait l'inexistence de l'Institut Mandela qui venait de décerner un prix de bravoure à Pierre Nkurunziza. Alexandre Nyongeko, avez-vous un qualificatif pour cette dérive? Non, c'est purement et simplement aberrant. Bon, je ne sais pas, mais c'est aussi, à mon avis, bon, je ne vais pas entrer trop dans les critiques de ce diplomate, probablement que c'est ça la diplomatie, je n'en sais rien. Mais tout simplement, moi, je suis un peu sidéré de constater que quelqu'un, une autorité comme celle-là, peut voilà, dire je retire un tweet, qui n'a fait qu'un retweet. C'est pas l'ambassadeur qui avait fait l'enquête sur le fameux Institut Mandela. Et encore moins écrit l'article. C'est pas lui qui avait écrit ça, et donc lui, juste, il avait partagé. Et bien... on peut parler d'une humiliation? Bon, je ne pense pas, parce que visiblement, visiblement, ça n'a pas... Ça n'a pas vraiment affecté tant que ça. Ça n'a pas affecté la personne. Ça aurait été une humiliation si la personne concernée l'avait constaté. Pour moi, purement et simplement, ça doit être un petit jeu. On sait très bien le rôle de la France dans cette crise burundaise, le soutien que la France apporte de manière un peu, je dirais, comme un peu détournée, l'appui qu'il apporte au pouvoir de Nkurunziza. Vous vous rappellerez bien des mascarades comment dire, manifestations devant l'ambassade de France, alors que l'ambassade, disant que les manifestants étaient en train de dénoncer la France qui avait à l'époque, vous vous rappelez, proposé une résolution sur le Burundi, et en réalité qui, si vous voulez, était une résolution à... Qu'est-ce que je vais dire, taillée sur mesure, et finalement l'ambassadeur donc qui se gambardait au sein des manifestants, et quand on sait que les manifestants farouches, ce qu'ils peuvent réserver à de telles personnalités, on peut bien se poser la question ou bien voir effectivement qu'il y a anguille sous roche. Bref, je ne voudrais pas trop m'éterniser sur ça. D'abord, c'est aberrant, à mon avis, qu'on puisse intimer l'ordre à une autorité comme celle-là de retirer un tweet, juste un retweet, ce n'est pas lui qui l'avait fait, mais aussi et que ça ne frustre pas la personne qui est en question. Sans parler du fait qu'il a été... Et qu'il s'exécute, paf. Comme on le dit dans notre jargon, ce qui ne fâche pas aux prêtres, pourquoi il fâcherait aux acolytes? Donc pour moi, je prends acte. Sans parler du fait qu'elle a été convoquée par le simple assistant du ministre. Bon, je prends acte, à mon avis, probablement que c'est ça, c'est là où on arrive, je dis encore une fois diplomatiquement, si c'est comme ça finalement que la démocratie, plutôt la diplomatie est construite. Bon, au Burundi, ce n'est pas à Alexandre de donner des leçons sur comment ils doivent se comporter ou pas. Révérien. Pourtant, le journal Libération révélait des choses extrêmement importantes par rapport à l'inexistence de ce même institut qui avait décerné un prix à Pierre Nkurunziza, au bout de mois d'enquête sur cet institut. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? C'était une vérité que l'ambassadeur lui-même révélait peut-être à ses amis, à ses potes.
Oui, c'était tout à fait normal parce que c'est même l'usage des réseaux sociaux, c'est comme ça. Donc, lui a retweeté donc pour partager à ceux qui le suivent sur ce qu'a dit le journal français La Libération. Donc, c'est normal. Donc, il a fait comme quelqu'un d'autre peut le faire. Mais le problème réside à ce niveau où il a eu un ordre de retirer son tweet et il a exécuté apparemment librement, sans problème. Donc, c'est là où réside le problème. Donc, comme Alexandre l'a dit, si c'est ça la diplomatie, d'accord. Mais s'il faut aussi analyser le rang des ambassadeurs. Donc, si on considère même les ambassadeurs de la France au Burundi, comment ils se comportaient, comment ils tenaient des discours. Donc, ça se voit que de là où ça a un problème, peut-être de continuer dans son fauteuil, parce que s'il a pris cette initiative d'informer ses amis sur Twitter, et qu'il a eu l'ordre de Bujumbura de retirer son tweet, et qu'il l'a fait, c'est un signe de faiblesse de sa part. C'est pas si on doit parler de la faiblesse, ou s'il l'a fait sciemment. Et peut-être, on peut même penser qu'il a eu des injonctions de la part de Bujumbura et de la part aussi de son pays, parce que avoir le soutien de la France au Burundi au pouvoir de Bujumbura, c'est normal que l'article pouvait causer des ennuis donc de deux côtés. Dire, voilà, vous venez de dénoncer un institut, je crois qu'il n'existait pas, Institut Nelson Mandela, qui a décerné un prix en Nkurunziza. Mais ça pouvait aussi faire mal à la France, qui disait, ah voilà, donc tu viens de prendre, tu viens de diffuser l'information qui parle de cette maison qui a décerné un prix à Nkurunziza. Donc, vous voulez dire que les ordres peuvent venir peut-être des deux côtés? Oui, de deux côtés, comme je l'ai dit. Bien. Mais aussi, il faut considérer aussi la personnalité de Delarrousse, parce que si on analyse les dérapages qu'il commet, c'est en quelque sorte absurde. Oui, sur les réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi sur l'échange qu'il a eu avec Louis Kamwenobusa. Bon, heureusement qu'ils sont mesurés en termes de personnalité. Mais je dois dire que imaginez un ambassadeur qui réplique sur un tweet, dire à quelqu'un idiot. Donc, ça dépend de quel interlocuteur il s'agit. De toute façon, imaginez si ce n'était pas Willy Kamwenobusa, à quelqu'un d'autre. C'est vraiment dommage, comme vous le dites tous, mais on revient un tout petit peu sur nos confrères et consoeurs qui sont de plus en plus dans le viseur des autorités qui veulent les museler. Les exemples sont foison. Judith Basutama, correspondante de la BBC au Burundi, à la suite de la traduction de Imboneza Yamaho en guide suprême éternel. Elle a été convoquée devant le tribunal de grande instance de Mukaza, dans la capitale Bujumbura. Jean-Claude Nshimirimana, correspondant de la radio Sangano à l'est du pays, qui a été convoqué par le gouverneur de Ruyigi et qui lui a intimé l'ordre de ne plus écrire quoi que ce soit sur la province. Et Désiré Cindy Hebula, du groupe de presse Iwachu, encore une fois, agressé par des Imbonela Koulé à Guieta en province Gitega, ou encore Eddie Claude Ninena Azoué, directeur de la radio CCB FM+, pris en chasse et aujourd'hui en exil. Révérien, encore, on reste avec vous. Tous aussi passent comme si c'était de simples faits divers. Là, il faut comprendre vraiment que ça fait partie des programmes des partis au pouvoir, des pouvoirs de Bujumbura, de pourchasser tous ces journalistes qui peuvent communiquer ce qui se passe au pays. Donc, ce n'est pas la première fois. C'est après la description même des médias indépendants. Vous avez vu ce qui a été fait à l'endroit de la famille Christophe Nkezabahizi. Sa famille a été décimée.
le journaliste de groupe Iwachu, Jean Bigirimana, porté disparu jusqu'à maintenant, 20 mois après. Oui. Tous ces journalistes que vous avez cités. Donc, après le départ de pas mal de journalistes burundais exilés, il y a des journalistes qui ont pu résister et qui sont restés au pays et qui ont continué tant bien que mal le métier. Et ce sont ces gens aujourd'hui qui sont cibles des pouvoirs. Parce que tout le temps, à l'approche des élections, à l'approche des événements comme ce référendum d'Omé, donc c'est toujours le pouvoir doit justement exercer cette pression aux journalistes. À madame, par exemple, Bassoutama qui travaille pour la BBC. Donc, la BBC émet à partir de Londres. Donc c'est impossible carrément de le détruire comme la Renaissance, comme la RPA. Donc, voilà. Alors, oui, il faut alors se mobiliser avec cette correspondante Judith. Il faut qu'il soit surveillé à tout prix sur les informations qu'il donne. Donc il a été poursuivi pour avoir traduit mal, entre guillemets, le titre. Mais je pense qu'elle aurait, je crois que c'est une mise au point, je crois que Judith a démenti cela, que c'est pas, ça l'a mal traduit. Je crois que ça concerne plutôt, oui, c'est le reportage, mais je crois que c'est pas précisé que c'est vraiment la traduction. Quoi. Tout à fait. Ouais. Mais en fait, le même reproche, même si ça n'a pas été, on n'a pas mis ça sur sa convocation, le même reproche a été fait à RFI. Les réseaux de ces poursuites. Mais Alexandre, cette pression sur les journalistes, est-ce que c'est la preuve que ceux qui sont restés au Burundi font quand même des efforts pour rester professionnels? Bon, je crois, Franck, je crois qu'on en avait dit d'ailleurs dans le deuxième sujet, enfin premier sujet sur Jean Bigirimana. Si ces journalistes ne faisaient pas grand-chose sur le plan du travail, ils n'auraient pas de problème. Ça veut dire qu'ils iraient dans le sens du courant, donc de caresser, ils n'auront caressé dans le sens du poil. Et donc c'est clair que ces collègues qui sont encore sur le terrain, ce sont des gens braves, des gens courageux qu'il faut encourager encore. Et surtout, un seul mot pour moi que je puisse leur dire, c'est qu'on leur soutient dans ces difficultés dans lesquelles ils sont. Et bon. Et donc, notre vous profession, leur dites courage. C'est pas aussi, c'est pas facile, certes. Ça demande des sacrifices. Et voilà, ce sont tout cela qui arrive, ce sont des sacrifices pour l'intérêt du public. Pour l'intérêt du public qui a droit à l'information. Assez rapidement, nous parlons maintenant de cette absence du Burundi au dernier sommet de l'Union africaine qui vient de se dérouler à Kigali. Pierre Nkurunziza a écrit au président de la Commission africaine, Moussa Faki, en justifiant l'absence d'une délégation burundaise par l'absence de sécurité sur le sol rwandais pour une délégation burundaise. Révérien, est-ce que les raisons de sécurité avancées par Pierre Nkurunziza tiennent debout? Je ne pense pas parce que c'était pas le premier sommet qu'il rate. Donc il y a des réunions qui se sont tenues en Éthiopie, à Entebbe. Nkurunziza n'a jamais participé. Il y a 3 ans qu'il ne sort jamais de son pays. Là vraiment il faut comprendre que c'est un motif non valable pour dire qu'il ne vient pas à Kigali. À Kigali plutôt il faut comprendre une autre chose qu'il ne veut pas parler. Donc lui parle des putschistes qui sont au Rwanda. Pourquoi il ne parle pas de ses victimes, des jeunes gens qu'il a castrés, des jeunes filles qu'il a violées, des jeunes aujourd'hui qui sont au lit de l'hôpital depuis les fuites. Allez donc dans ces hôpitaux de Kigali. Il y a Trésor qui est dans état de coma jusqu'à maintenant. Pourquoi il ne parle pas de ces gens? Il parle seulement des putschistes. Alors, là je dois dire que vraiment Nkurunziza n'a pas raison de dire qu'il ne vient pas à Kigali pour des raisons de sécurité. Et qu'en est-il de ces présidents qui ont été à Kigali? Donc,
C'est pour montrer que Nkurunziza, ce qu'il a dit vraiment, ne tient pas debout. Et donc, il voudrait peut-être une sécurité particulière, personnalisée. Je ne sais pas, il ne l'aura pas exprimé malheureusement. Le dernier rapport Doing Business, Alexandre, vient de classer le Burundi à la 160e position sur 190 pays en matière d'économie et d'investissement, avec un recul de 7 places par rapport à l'année dernière. Était-ce le bon moment de s'absenter, surtout avec la signature d'un accord historique sur le libre-échange entre les États africains? Qu'est-ce que vous voulez? Bon, c'est ça, là, à mon avis, ce serait encore une fois utopique de penser développement avec ce pouvoir de Bujumbura, parce que ce n'est en aucune façon leur préoccupation. Leurs préoccupations, ce sont leurs intérêts personnels, ce sont gonfler leurs poches par des contrats qui sont donnés de manière opaque, des extorsions des fonds par la population, avec ce fameux référendum en vue. On est en train aujourd'hui de rançonner la population. On a instruit finalement, enfin j'en discutais avec un ami tantôt dernièrement, que c'est finalement le référendum, c'est devenu un vote censitaire. Les gens qui vont participer, plutôt qui vont voter, ils doivent payer de l'argent pour pouvoir participer à ce fameux référendum. Bref, je crois que penser développement, penser intérêt national dans ce pays, il n'y a plus de place. Oui, il y en a qui ont parlé de Buruxit ou Burundixit en référence au Brexit. Bon, peut-être ça c'est autre chose. C'est autre chose parce que c'est pas un retrait de l'Union africaine malgré tout. On sait bien que le Burundi reste membre de l'Union européenne, plutôt de l'Union africaine. Mais ce qui est aberrant et ce qui fait très mal, c'est que le Burundi est en train de perdre énormément en ne participant pas dans ce genre de forum, parce qu'il se décide de beaucoup de choses pour l'intérêt des populations. Mais comme je le disais, ce n'est pas l'intérêt des populations qui intéresse Nkurunziza et sa clique, mais j'espère bien que ça, peut-être dans quelques années, ça sera du passé, et le Burundi pourra encore une fois décorer encore une fois et pourquoi pas être au rang des autres nations qui se développent aujourd'hui. Dommage que le temps nous fasse défaut, on aurait pu en parler davantage, mais je pense que le focus que nous avons fait sur la liberté de la presse et la liberté d'expression au Burundi en valait la chandelle justement dans ce contexte de ce 20e mois de la disparition de Jean Bigirimana. C'est donc ici que prend fin cette 22e édition du Club de la Presse. Merci à nos invités, Révérien Bazikamwe, journaliste à la Télé Renaissance, et Alexandre Nyongeko, directeur de la radio Nzamba Gate Kakawe. Merci à toute l'équipe technique qui vous permet de nous suivre sur les différents supports médias. À toutes, à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous, un nouveau numéro du Club de la Presse.